Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour l'épisode 44 de Parlons Constitution. On continue sur ce thème qu'est le référendum, et aujourd'hui on va se poser une question, mais une question importante. Est-ce qu'il est possible et même bon d'avoir des votations avec plus de 2 choix ? Mais bien sûr, avant toute chose, les petits rappels, parce que pour entamer cette question, il faut d'abord avoir quelque chose en tête, c'est évidemment quel type de référendum sur quoi, c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode précédent, dans l'épisode 43. Donc pour moi, pour parler en constitution, il doit y avoir plusieurs types de référendums possibles. D'abord, un référendum d'initiative citoyenne active, abrogatif, pour les questions du test de l'intérêt pour le politique, avec une majorité absolue des inscrits, donc c'est ce qu'on avait vu à l'épisode 21. Aussi, un référendum d'initiative citoyenne révocatoire pour le président de la République à la majorité absolue, c'est ce qu'on avait vu à l'épisode 29. Un référendum d'initiative citoyenne pour la dissolution de la commission du test de l'intérêt pour le politique, avec des conditions spéciales de majorité qu'on avait vu aussi à l'épisode 21. Et pour la loi, une initiative et des amendements citoyens, donc c'est ce qu'on avait vu à l'épisode 26, mais pas de référendum, juste, même si pour moi c'est déjà très bien, l'initiative et des amendements citoyens qui sont possibles. L'initiative citoyenne, bien sûr, de loi. Aussi, on avait vu qu'il fallait une procédure de révision fondamentale à l'épisode 17, donc avec une majorité qualifiée du peuple majeur. Et on avait parlé la dernière fois, à l'épisode 43, que pour les autres révisions constitutionnelles, eh bien, ça restait à définir. En fait, je vais en parler beaucoup plus tard dans les épisodes 76 et 77, et si oui, ce que je peux déjà dire, c'est que ce serait uniquement par RICA, donc par référendum d'initiative citoyenne active. Enfin, on avait vu qu'au niveau local, je pense qu'il faut des référendums et des référendums d'initiative citoyenne active locaux, sauf des référendums d'initiative citoyenne pour les questions d'autonomie et pour quelques autres questions. Aussi, pour les questions d'ordre supranational, donc au-dessus du niveau national, donc tout ce qui est international ou au sein de l'Union Européenne, etc., eh bien pour moi, il ne doit pas y avoir de référendum sur ces questions-là, sauf si l'organisation supranationale à laquelle appartient la France le prévoit. Donc c'est notamment le cas pour l'adhésion d'un État à l'Union Européenne, où actuellement il est prévu, et je pense que ça doit le rester, il est prévu quoi ? Il est prévu un référendum pour ou contre l'adhésion d'un nouvel État à l'Union Européenne, donc en France le référendum. Dans les autres pays il y a d'autres choses, d'autres procédures, pas toujours le référendum, mais en France actuellement c'est le référendum, et je pense que ça doit être gardé. Mais que pour des cas particuliers, que si l'organisation supranationale à laquelle appartient la France le prévoit, sinon c'est non. C'est non car c'est du ressort du pouvoir législatif selon moi. Autre rappel important maintenant, il s'agit du système de vote à l'Assemblée nationale pour les propositions multiples. Alors il y a un système proche à la Chambre des sages, mais à la Chambre des sages c'est beaucoup plus complexe puisqu'il y a aussi l'unanimité qui complexifie tout. Donc, ce qu'on avait vu là, c'était à l'épisode 27, partie 1, partie C, parce que c'était un très gros épisode, et donc rien que d'aller trouver la partie grand 1, partie C, c'est déjà assez compliqué, donc c'est pour ça que je vous ai mis cette indication là en plus, parce que l'épisode 27 est quand même très long, il dure à peu près 1h30. Mais je vais vous rappeler quand même ici ce qu'on avait vu de façon générale. La méthode Borda revisitée, le système de vote pour des propositions multiples à l'Assemblée nationale, c'est par la méthode Borda revisitée, on va revoir juste après ce que c'est, mais en tout cas continuons pour l'instant sur ce système de vote. Il y aurait un amendement de suppression ou de rejet, c'est l'un ou l'autre, peu importe le nom, qui serait une proposition systématique, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait la possibilité de s'opposer en votant pour un amendement de suppression ou de rejet. Suppression d'un article, rejet d'un texte, etc., etc. Aussi, la durée du scrutin est limitée mais pas instantanée à l'Assemblée nationale. Évidemment, là, pour un référendum, la durée du scrutin serait limitée à 1 journée, mais pas instantanée non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 seconde, faut pas aller, il faut se pointer tous au bureau de vote à 18h, et sinon c'est mort. On peut pas voter, non. C'est 1 journée. Ou 2 jours. Enfin, c'est limité mais pas instantané, donc ceci reste valable. Oui, j'en profite pour faire la transposition entre ce système de vote pour propositions multiples à un éventuel système de vote pour un référendum avec des propositions multiples. Autre point qu'on avait vu, c'est la possibilité de modifier son vote pendant toute la durée d'ouverture du scrutin. Bon, je pense, et beaucoup seront sans doute d'accord avec moi, que ce n'est pas une bonne idée de permettre ça pour un référendum, parce qu'il y a beaucoup trop de votants. Ce serait très compliqué de modifier les votes, puisqu'il faudrait alors que les votes soient nominatifs, et non plus à bulletin secret, ce qui pose d'autres problèmes, notamment de pression possible sur le choix de vote. Et aussi le dépouillage qui serait beaucoup plus compliqué, la mise en place qui serait beaucoup plus compliquée, puisqu'il n'y aurait plus une urne qui recueille tous les votes, mais une espèce de liste de classeurs triés avec les noms de tout le monde où on voit les votes de chacun, ou en tout cas on peut voir les votes de chacun, et donc ensuite les modifier quand la personne le demande. Donc bref, ça c'est pas quelque chose qui est faisable à l'échelle nationale, et c'est même pas souhaitable.
Ensuite, on avait vu que le scrutin public pouvait être demandé avec diverses conditions. Ça, le scrutin public pour un référendum, on ne peut même pas y penser, ça n'a aucun sens, pour les mêmes raisons que ce que je viens de dire. Donc la suite, s'il y a un vote électronique, là encore, il y a peu de chances que ce soit possible pour un référendum, mais pourquoi pas, on pourrait l'envisager, mais ça pose d'autres questions de risque, en matière de sécurité notamment, puisqu'il pourrait y avoir des cyberattaques sur les votes, et donc une manipulation des résultats. Donc enfin, voilà, c'est un peu compliqué à envisager, mais pourquoi pas. En tout cas, à l'Assemblée nationale, s'il y a vote électronique, les résultats partiels des votes sont affichés pour tous pendant la durée du scrutin. Enfin, chose importante, c'est s'il y a des majorités spéciales qui sont demandées. Pas pour l'unanimité ici, mais d'autres majorités spéciales, 3/4, 2/3, majorité absolue, peu importe, mais en tout cas pas la majorité simple. Si une majorité spéciale est demandée, alors il faut obtenir au moins cette majorité en vote reçu, donc pour une proposition, qui doit obtenir au moins cette majorité en vote reçu, par rapport au total des votes recevables pour une proposition qui serait mise en première position par tous les votants, avec aucune abstention, qui classerait toutes les propositions. Je vais pas développer ici, je crois qu'on l'avait déjà bien développé dans l'épisode 27, partie 1, partie C. Cette phrase est un peu compliquée à comprendre, je vous invite à la relire. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je pourrais éventuellement vous donner plus d'explications. Mais si vous la lisez bien point par point et que vous décomposez chaque mot, chaque partie, vous devriez comprendre ce que ça veut dire, comprendre la méthode de calcul qui permettrait ainsi d'obtenir la majorité spéciale demandée. Et dernière chose, est-ce qu'il ne faudrait pas une limite du nombre de propositions pour éviter toute forme d'obstruction? C'est-à-dire qu'un référendum ne pourrait pas être sur 30, 40, 50, 150 propositions, il devrait y avoir une certaine limite. Pour le système de vote à l'Assemblée nationale, on avait dit que ça pouvait être 15, on avait proposé 15. C'est sujet à débat bien sûr, mais on avait dit 15. Pourquoi pas 15? Dont le rejet. Donc 14 plus le rejet. Là ici, est-ce qu'il faudrait dire moins, est-ce qu'il faudrait dire plus, est-ce qu'il faudrait faire des conditions pour plus ou moins? Bon, la question se pose, et je ne pense pas qu'il y ait de réponse toute faite, toute trouvée et évidente, il faudrait en discuter beaucoup plus longuement, au cas par cas sans doute. Donc maintenant qu'on a vu ce système de vote pour les propositions multiples, on va revoir quand même ce que c'est que la méthode Borda revisitée. La méthode Borda revisitée, alors pour comprendre ce que c'est, on va prendre quelques bulletins types pour un vote à la méthode Borda revisitée. Pourquoi? Car en fait c'est modifié pour que le non-classement soit sanctionné. C'est-à-dire que si quelqu'un ne classe pas tous les candidats, toutes les propositions, alors il est sanctionné par un nombre de points qui lui est attribué inférieur. C'est comme si son vote comptait moins, avait moins de poids. Je vais vous montrer ça tout de suite avec 3 bulletins types et les résultats qui sont associés. Donc, premier bulletin, deuxième bulletin, troisième bulletin et les résultats. On voit bien ici qu'il y a 4 propositions, 4 options. Si les 4 sont classés, la première option obtient 4 points, la deuxième 3 points, ensuite 2 points, 1 point. Et s'il y en a que 3, c'est 3, 2, 1, s'il y en a qu'un, c'est 1 point. En gros, le nombre d'options qui sont classées, c'est le nombre de points qu'obtient le premier, et ensuite, on décroît de 1 en 1. Ce qui fait que le premier a toujours le nombre de points correspondant au nombre d'options que le votant a classées, et le dernier a toujours 1 point. Donc si on ne classe qu'une proposition, il est à la fois premier et dernier, il n'y a donc qu'un point. Et comme on le voit ici, ça peut influencer le vote. Pourquoi? Parce que si on regarde les deuxième et troisième bulletins, donc ceux qui sont à droite de l'écran, on voit que l'option D est mise en première position. Mais, comme sur le premier bulletin elle est mise en dernière position, et que l'option C est classée en première position, avec du coup plus de points pour l'option C, c'est l'option C qui gagne. Enfin, on voit que ça a sanctionné l'option D. Mais surtout, ça a sanctionné le votant qui a mis que l'option D en vote. L'objectif étant de forcer les personnes à donner leur avis, car si on ne fait pas cette sanction, il y a un risque que de plus en plus de monde mettent uniquement les personnes qu'ils veulent sur les bulletins, ce qui fait qu'on n'obtient plus l'objectif de la méthode Borda qui est de trouver la position la plus consensuelle, c'est-à-dire celle qui convient pas à 100% à tout le monde, mais celle qui convient à peu près pour le plus de personnes possible. Donc maintenant qu'on a effectué ces rappels, on va pouvoir se poser réellement la question, est-ce que pour le référendum, il doit pouvoir y avoir des votations avec plus de 2 choix? Donc d'abord, on va voir les avantages de cette possibilité. Premier avantage, c'est un choix plus libre. Oui, car si on a plus de choix, si le votant a plus de choix sur son bulletin, s'il peut répondre plus que oui ou non, s'il peut répondre rouge, vert, bleu, enfin bref, peu importe le nombre de choix, peu importe le type de choix, en tout cas le choix est plus libre car il n'y a pas juste oui ou non. Donc ça permet plus de nuances, puisque la personne peut voter sur un spectre plus large. Peut voter par exemple oui, plutôt oui, aucun avis, plutôt non et non. Ou alors différentes gradations d'avis pour différentes propositions. Enfin bref, il y a plus de nuances qui sont possibles, il n'y a pas juste un rejet absolu ou une approbation absolue, pas juste un non ou un oui.
Ceci permet aussi plus d'innovation, car s'il y a plus de choix possibles, il y a donc plus d'idées qui sont exprimées. Plus d'idées possibles, plus de réponses possibles, plus d'innovation. Mais encore, il y a plus de précision qui est possible. Si on peut mettre plus de choix, on peut ainsi être plus précis sur les propositions qui sont mises au vote. Pourquoi ? Car on peut ensuite jouer, par exemple, sur différents mots, et faire en sorte que les votants votent pour différents mots au sein de la proposition initiale. Donc, bref, c'est plus précis que juste oui ou non, car on peut donner son avis de façon plus précise également. On continue, autre avantage, c'est plus représentatif de l'opinion publique, évidemment, puisqu'il y a plus de choix possibles, plus d'opinions qui peuvent s'exprimer, plus de votes, plus de nuances, et donc plus de représentativité, puisque toutes les positions, en tout cas plus de propositions, plus de positions vont pouvoir être représentées dans les résultats de ce suffrage. On observe aussi qu'il y a alors plus de diversité des opinions exprimées. S'il y a plus de propositions, s'il y a plus de nuances, alors on peut avoir plus de propositions d'opinions différentes qui s'expriment, qui sont possibles, qui sont votables sur le bulletin. On remarque aussi qu'il y a moins de polarisation. Pourquoi moins ? Parce qu'il y a alors plus de nuances, plus de choix, et pas seulement deux, pas seulement pour et contre. Il n'y a donc pas deux pôles, mais plusieurs pôles, 5, 6, 7, 14, 15, on ne sait pas. Peu importe le nombre de propositions, il y a en tout cas plus de pôles, le débat est alors plus riche, ce n'est pas juste pour et contre. Enfin, il y a donc plus de décisions sur un même bulletin. Si on peut voter avec plus de deux choix, si on peut répondre oui à un truc, non à un autre, oui mais ceci à un, non à un autre, on peut ainsi créer des bulletins qui ont plus de choix sur le bulletin. Par exemple, 4 ou 5 propositions avec 4 ou 5 options de vote. Ça peut être article 1, oui ou non, avec tel mot, sans tel mot, article 2, avec tel mot, mais pas tel mot, telle formulation, pas cette formulation-là. Bref, on a plus de choix, on peut voter sur un bulletin, le bulletin est évidemment plus long à lire, plus complexe, mais ça concerne les désavantages qu'on va voir juste après. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que avoir plus de choix sur un référendum, plus de choix sur le bulletin de vote, ça permet plus de pouvoir pour le citoyen, car ainsi, il va avoir une possibilité de décision plus réfléchie, plus large, même si ça pose de gros problèmes pratiques. Et c'est notamment le cas du premier inconvénient, c'est que le dépouillage est alors plus complexe. Si les bulletins, il y a plusieurs propositions dessus, plusieurs votes, plusieurs choix, bref, si ça devient trop complexe sur le bulletin, le dépouillage est beaucoup plus lent, et le coût est plus élevé pour l'organisation, à la fois pour le dépouillage, mais aussi pour le vote, notamment pour la création des bulletins qui doivent être faits d'une façon un peu spéciale, avec proposition 1, choix 1, 2, 3, 4, proposition 2, choix 1, 2, 3, 4, 5, proposition 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bref, c'est plus compliqué à organiser. Aussi, autre inconvénient, il y a un risque d'abstention plus forte. Pourquoi l'abstention serait plus forte ? Parce que le choix est plus complexe, plus difficile à saisir, plus difficile à exprimer, plus difficile à comprendre. Le bulletin est plus difficile à comprendre. Et les personnes vont pas vouloir voter sur l'ensemble du bulletin non plus. Certains vont vouloir s'exprimer sur seulement certaines parties du bulletin. D'autres auront un peu la flemme et vont certainement voter que pour les deux premières propositions et pas les 15 s'il y en a 15. Dans tous les cas, trop d'expressions possibles peut conduire à plus d'abstention. C'est un risque et il n'est pas négligeable. Autre inconvénient, c'est plus d'indécision. Le choix étant plus complexe, les votants vont avoir plus de mal à choisir. Le choix sera plus difficile, il y aura donc plus d'indécision. C'est lié, mais ce sera aussi plus difficile de s'informer sur toutes les propositions. Il y aura tellement de choix, tellement de propositions, tellement d'options pour les propositions, que ça rend plus difficile la compréhension du débat, ça rend plus difficile la réflexion, ça rend plus difficile la recherche d'informations pour savoir quoi voter, pour savoir ce qu'on pense qu'il est bon de voter, qu'il est bon de décider. Et ça évidemment, ça peut renforcer encore l'abstention. Autre inconvénient, les majorités sont plus difficiles à atteindre. Cela s'explique tout simplement par le fait que beaucoup d'opinions sont exprimées, beaucoup de choix, et s'il y a beaucoup de choix différents, les votes vont se répartir entre tous ces choix-là. C'est pour les mêmes raisons que dans un vote à la proportionnelle pour une élection, il y a peu de candidats, peu de listes, enfin c'est très rare qu'une liste obtienne la majorité absolue, obtienne 50%. Comme il y a plus de propositions, plus de choix, mais potentiellement qu'un seul vote, c'est-à-dire une proposition, 6 options, mais une seule option à choisir, la répartition des votes va être bien sûr beaucoup plus large, et les majorités élevées
plus difficile à obtenir. Et même s'il y a possibilité de prendre plusieurs options, comme il y a plus de nuances, plus d'options, il va y avoir inévitablement une dilution sur différentes nuances des choix qui auraient pu être exprimés initialement, réunis initialement dans une seule option. Autre inconvénient, les décisions sont du coup moins fortes puisque la majorité est moins forte. Et aussi, on peut voir toutes les autres nuances qui s'expriment en tant qu'opposition, ou en tout cas choix qui auraient pu être faits différents et qui semblent majoritaires. Si par exemple l'option qui a gagné c'est celle qui obtient 30%, il y a toutes les autres propositions qui ont peut-être obtenu, imaginons, le reste, 70%, et on peut alors se dire que ce n'est pas une position majoritaire, les décisions vont alors paraître moins fortes. Mais encore, l'interprétation est plus difficile et subjective des résultats. Si on a 7% pour ici, 4% pour là, s'il y a plusieurs options qui peuvent être votées en même temps, alors comment est-ce qu'on interprète ça? S'il y a des choix presque au mot près, comment est-ce qu'on fait pour interpréter exactement? Ça devient compliqué, difficile et aussi subjectif, ce qui peut conduire à une instrumentalisation, une interprétation à son avantage, notamment par le pouvoir en place. Mais pas que. Évidemment, chacun va interpréter différemment et potentiellement à son avantage, ce qui peut conduire à des conflits d'interprétation. Ce qui n'est pas forcément bon pour la stabilité du régime et pour que le choix soit pleinement appliqué ensuite, puisqu'on a du mal à savoir quel est le choix. Aussi, si on peut mettre plusieurs propositions, plusieurs options, on peut évidemment choisir quelles options, quelles propositions sont mises en avant, mises en valeur, etc., etc. Ce qui fait que la personne qui va créer le bulletin, ceux qui vont proposer des options, vont évidemment pouvoir manipuler le choix, justement, en choisissant les options, les tournures de phrases des options, des propositions, et donc manipuler la population, les votants. Donc, quel est mon avis là-dessus? Puisqu'on a vu maintenant les avantages et les inconvénients, on va pouvoir voir quel est mon avis, ce que j'en pense. Est-ce que ce serait une bonne chose qu'il y ait des votations avec plus de 2 choix? Pour moi, la possibilité est risquée. Risquée pourquoi? On vient de le voir, il y a plein d'inconvénients, notamment le risque d'instrumentalisation et de manipulation. Mais par contre, ça donne une meilleure capacité de décision, de choix au peuple. C'est donc plus démocratique, entre guillemets. Donc ça a quand même ses avantages. C'est pourquoi je pense que ça doit être gardé, ça doit être possible, mais d'une façon très particulière. Du point de vue de la loi, si on prend la possibilité de référendum législatif, ce qui n'est pas le cas, ce que je pense pas, mais si on prend plutôt d'autres cas qui ressemblent un peu, c'est-à-dire le référendum constituant ou la procédure de révision fondamentale, c'est la même chose. La loi, ici, ce n'est pas l'idée de référendum législatif à proprement parler, c'est loi en général, le droit en général, doit être précis, c'est un impératif de sécurité juridique. Donc, pour ce type de référendum-là, donc plutôt des référendums positifs, qui ajoutent quelque chose, qui créent quelque chose, il devrait y avoir pour moi uniquement des possibilités de oui, non ou à reformuler. Donc, 3 options possibles. Oui, non ou à reformuler. À reformuler qui peut aussi être écrit non en l'état. Ça dépend un peu de comment est-ce qu'on choisit de formuler les propositions, comment est-ce qu'on choisit. Ça dépend aussi de sur quoi porte le vote. Bref, peu importe, à reformuler ou non en l'état. Donc oui, non ou à reformuler. Sur quoi? Sur plusieurs propositions précises. Proposition 1, oui, non à reformuler. Proposition 2, oui, non à reformuler. Et évidemment, la précision de ces propositions, la bonne tenue du référendum, c'est contrôlé par la Cour constitutionnelle. Aussi, s'il y a plusieurs questions possibles, donc plusieurs propositions avec plusieurs options, oui, non à reformuler, elles peuvent être inscrites sur un même bulletin de vote, mais attention à standardiser les bulletins. C'est-à-dire que chaque bulletin doit être identique ou en tout cas fait de la même manière, notamment avec un tirage aléatoire de l'ordre des propositions. Pourquoi? Pour éviter le biais d'effet d'ordre, pour limiter en tout cas le biais d'effet d'ordre. Le biais d'effet d'ordre, c'est quoi? C'est lorsque le fait de poser une question avant va influencer le choix après, et notamment s'il y a contamination, le choix sur les autres propositions. Si on met, par exemple, dans les premières propositions, que des propositions qui ont de fortes chances de déplaire le votant et donc de lui faire dire non, même s'il était plus enclin à voter oui pour les propositions qui sont maintenant à la fin, il aura tendance à aussi voter non. Il sera en tout cas influencé pour voter non, puisqu'il aura déjà beaucoup voté non avant. Et inversement, s'il y a beaucoup de propositions qui sont bonnes, ou en tout cas qui sont majoritairement, qui sont assez consensuelles et beaucoup de gens votent oui,
s'il y a beaucoup de oui au début, les propositions à la fin seront légèrement influencées vers le oui. Ça, c'est un des cas où le biais d'effet d'ordre peut avoir lieu. Et pour éviter ce genre de choses, parce que ça peut aussi être en fonction du sens de différentes phrases, bref, pour éviter ce genre de choses, on peut rendre aléatoire les positions de certaines propositions sur le bulletin. Et faire en sorte aussi que le bulletin de vote soit différent à chaque fois, c'est-à-dire que le tirage soit refait pour chaque bulletin. Bien, maintenant qu'on a vu cette partie-là, passons maintenant à autre chose, les consultations. On parle beaucoup de référendum, et je parle aussi un peu des consultations. Pour les consultations, pour moi, ça devrait être un peu différent, ça devrait être plus souple en fait. Pourquoi ? Parce que les consultations, elles n'engagent pas une décision après. S'il y a un vote, le vote n'est pas obligatoirement tenu d'être suivi. C'est-à-dire que s'il y a décision, il n'y a pas forcément action après. C'est pas car les votants ont décidé telle chose que cette chose-là va ensuite s'appliquer. Ce sera aux personnes qui ont consulté le peuple de décider en dernier ressort. C'est juste une consultation, comme son nom l'indique. Et donc pour les consultations, des choix plus généraux et imprécis seraient possibles selon moi, devraient être possibles selon moi, même si bien évidemment il y a le risque plus important d'avoir les inconvénients qu'on a évoqués juste avant dans la partie 2. Et pour éviter une partie de l'instrumentalisation et de la manipulation, je pense qu'il faudrait au moins une proposition pour chaque groupe parlementaire ou pour chaque groupe d'une assemblée locale si les consultations sont au niveau local, au niveau national, commandées par les assemblées. Donc maintenant qu'on a vu mon avis, on va reprendre un peu cet avis-là dans la conclusion pour répondre en fait à la question des votations avec plus de choix, point d'interrogation. Eh bien pour moi, oui, pourquoi pas. Pour les référendums sauf révocatoires, pourquoi pas les référendums révocatoires? Tout simplement parce qu'un référendum révocatoire, on ne peut répondre que par oui ou non. Est-ce qu'on vire la personne? Oui ou non, on ne peut pas la virer à moitié. C'est soit elle dégage, soit elle reste. Soit on la destitue, soit elle reste à son poste. Mais pour les autres référendums, c'est uniquement des oui, non ou à reformuler, à reformuler ou non en l'état. Donc que 3 options possibles, mais pour plusieurs propositions qui doivent être précises, il y a un contrôle par la Cour constitutionnelle. Donc comme je viens de le dire, plusieurs questions sont possibles, plusieurs décisions sur un même bulletin de vote. Mais attention à standardiser les bulletins et au biais d'effet d'ordre, notamment quand il y a un risque de contamination aux questions suivantes, aux questions après sur le bulletin de vote. Pour les consultations, on vient d'en parler, il y aurait la possibilité de choix plus généraux et imprécis. Mais par contre, il faudrait au moins une proposition pour chaque groupe parlementaire ou chaque groupe d'une assemblée locale. Donc maintenant qu'on a vu ma réponse à cette question, et donc cette proposition, cette possibilité nouvelle d'avoir des votations avec plus de 2 choix, nous allons voir dans l'épisode prochain autre chose, quelle initiative pour chacun de ces référendums. Et oui, car on sait maintenant qu'il peut y avoir potentiellement plus de 2 choix, on sait sur quoi ils portent, on sait que c'est pas contradictoire avec le mandat représentatif, mais on ne sait pas qui initie chacun de ces référendums. J'ai dit beaucoup qu'il y avait des RIC ou des RICA, donc beaucoup d'initiatives citoyennes actives ou d'initiatives citoyennes. Mais on va revoir tout ça plus en détail, on va donc se poser la question, qui est à l'initiative de chacun de ces référendums et avec quelles conditions? Merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode, c'était Elsker, et à la prochaine pour l'initiative des référendums.